L'ami, c'est à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, François m'a demandé de vous livrer une sorte de conclusion, ce dont je me garderai. Je ferai encore moins une synthèse. Nous ne sommes pas à Solferino, ça a été dit. J'ai été présenté pendant ces 3 jours comme invité d'honneur des rencontres de Cannes. Je pense qu'il faut inverser la formulation. Je suis plutôt honoré d'avoir été invité. Et je crois qu'on peut remercier François Lapeyroux, son équipe. Qui ont magnifiquement organisé ces journées, tous les intervenants, ceux qui sont présents, mais aussi ceux qui sont repartis, qui parfois sont venus dans des conditions difficiles, les animateurs et le public. Vous pouvez vous applaudir puisque vous avez participé au débat. Et je ne sais pas si vous avez vu le petit texte, la petite intervention que j'avais faite en préambule pour pallier mon absence de vendredi, mais je disais que dans le discours public ou dans les médias, le futur est laissé en jachère intellectuelle. Il est victime de notre vacuité projective, on en parle peu, on est complètement absorbé par l'assimilation de l'actualité, du présent. Et ces journées ont montré que, comme l'a dit Pierre-Henri Pavoyot tout à l'heure, nous sommes capables de réfléchir ensemble à ce qui nous attend, au déterminisme qui s'impose à nous, mais aussi à nos degrés de liberté qui nous permettent de faire en sorte que le futur qui s'annonce est une forme de connaturalité avec nos désirs. Alors, Francis Wolff faisait allusion, on n'est pas du même âge, mais on est de la même génération. Et ça va comme ça, comme formulation. Et moi, je me souviens quand j'étais adolescent, avec mes frères et sœurs, on nous parlait tous les jours de l'an 2000. L'an 2000, dans les années 70, était configuré, représenté à tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il était dessiné, dans des bandes dessinées souvent, mais aussi présenté, représenté dans notre présent, de sorte que chacun d'entre nous pouvait tracer un chemin, une sorte de trajectoire individuelle entre le présent où nous étions et ce futur qui nous était représenté. L'an 2000 est passé, et depuis, nous avons du mal à retrouver un horizon projectif. J'ai des enfants, personne ne leur parle de 2050, encore moins de 2100, ou alors quand c'est fait, c'est sous le spectre de la catastrophe qui nous attend. Et donc, j'ai trouvé que ces journées étaient intéressantes parce qu'elles remettent de la force dans le temps, elles transforment le temps en force historique, et on échappe ainsi à un proverbe, je ne sais pas s'il est albanais ou polonais, qui parfois semble être devenu notre proverbe. C'est les Albanais ou les Polonais, je ne sais plus, disent notre passé fut misérable, notre présent est abominable, mais heureusement, nous n'avons pas d'avenir. Alors, j'ai dit, j'hésite entre polonais et albanais. Non, je vais dire que c'est polonais. Pourquoi je dis que c'est polonais? Parce que François Lapeyroux a une anagramme qui va bien avec ce proverbe. François Lapeyroux a pour anagramme, je pense qu'il ne le sait pas, farceur polonais. Il y a une seconde anagramme qui est pan, l'oiseau, pan, scrofulaire. Il faut choisir. Alors, on peut réfléchir, je vais le faire en 2 minutes, pourquoi est-ce qu'on a du mal à reconstituer un horizon projectif? Alors, ça vient du fait que nous avons abandonné les philosophies de l'histoire. Régis Debray, d'ailleurs, vient de sortir un petit livre qui s'appelle L'angle mort, et il résume ça, je trouve, assez bien en une phrase. Il dit ceci: les prémodernes regardaient par-dessus leur épaule un âge d'or inventé mais perdu. Les modernes regardaient devant eux vers un soleil en souffrance. Nous, postmodernes, nous courons sur un tapis roulant, les yeux bandés, après le scoop du jour. Après le scoop du jour, donc ça amène tout droit à la seconde cause. Nous sommes piégés dans un flux qui nous submerge, nous sommes ensevelis sous les informations. En conséquence, nous ne parvenons plus à lire l'avenir dans le présent, à penser ce qui va survenir en prolongement de ce qui est. Qu'est-ce qui se construit? Qu'est-ce qui se détruit? Nous l'ignorons, en partie parce que nous avons compris une chose, c'est que ce qui va se passer dépend en partie de ce que nous allons faire. Alors comment savoir ce qui va se passer si ce qui va se passer dépend de ce que nous allons faire? Alors on pourrait interroger le statut du futur, par exemple, poser une question en apparence naïve mais en réalité très profonde. Le futur existe-t-il déjà quelque part dans l'avenir? Autrement dit, est-ce que le futur est quelque part à attendre qu'on arrive? Ou est-ce qu'à l'heure où je parle, le futur, c'est encore le néant?
Et il se trouve que les physiciens ont réfléchi à cette question, notamment depuis qu'Einstein a élaboré la théorie de la relativité, qu'on peut interpréter à partir d'une thèse qu'on appelle l'univers bloc. L'univers bloc, c'est l'idée que l'espace-temps, en fait, il est présent de toute éternité, et tous les événements, qu'ils soient passés, présents ou futurs, y ont également le même statut. C'est-à-dire le passé est là, le futur est là-bas, moi je suis là, et c'est ma présence dans l'espace-temps qui détermine ce que j'appelle le présent. Mais les autres événements, passés ou futurs, existent autant que les événements que j'appelle présents. C'est un peu comme ce qui se passe pour l'espace, alors que nous sommes à Cannes. La ville de Paris existe, enfin elle existe encore, je crois, d'après les dernières nouvelles, même si elle est menacée. La ville de Brest existe, pareil pour Strasbourg. La différence entre ces villes, c'est que nous n'y sommes pas présents. Donc c'est notre présence qui détermine ce qu'on appelle le présent. Et dans ce schéma, le futur est déjà là, quelque part, à un endroit où nous ne sommes pas encore. Il attend qu'on arrive et il est entièrement configuré. Il n'y a aucune place pour la liberté, aucune place pour la volonté. Il est déjà fixé. Mais évidemment, il y a des physiciens qui s'opposent à cette thèse, notamment ceux qui défendent ce qu'on appelle le présentisme. Le présentisme, c'est l'idée complètement opposée, consistant à dire que n'existe que le présent. Le passé n'existe plus du tout et le futur n'existe pas encore. Il deviendra présent quand le cours du temps nous aura amené plutôt jusqu'à lui. En attendant que les physiciens se mettent d'accord, ce qui pourrait prendre du temps, il faut bien vivre. Et vivre, ça suppose d'accorder au futur un certain statut. Et je vous propose que nous le fassions en mélangeant la thèse de l'univers bloc avec le présentisme. C'est-à-dire en disant que finalement, le futur sera un jour une véritable réalité. Ça, c'est la part qu'on accorde à l'univers bloc, et qu'en même temps, cette réalité n'est pas complètement configurée. Et donc, il y a encore place pour les projets, pour les désirs, pour les représentations, etc. Et donc, nous avons des questions à nous poser, qui ont d'ailleurs été abordées dans les différentes tables rondes. Où sont les véritables déterminismes ? Quelles sont les conséquences de nos erreurs, de nos caprices, de nos aveuglements ? Y a-t-il des marges de manœuvre ? Et pour qui ? Voilà les questions qui ont été traitées, qu'il faudra prolonger peut-être dans d'autres discussions. Mais, et je terminerai là-dessus, il y a quand même quelque chose qui nous empêche de bien traiter ces questions, me semble-t-il. C'est la disparition dans les discours publics, ainsi qu'elle a pu être mesurée par des logiciels qui comptent l'occurrence des mots dans les discours, du mot progrès. Le mot progrès a disparu. Avec un ami qui s'appelle Gérald Bronner, on a regardé comment cette disparition s'est effectuée temporellement. Le mot progrès a commencé à décliner en 1980, à la fin des années 80. Il a été remplacé, ou plutôt concurrencé pendant un certain temps, par le mot innovation. La courbe du progrès qui descend a croisé la courbe de l'innovation qui monte en 2003. Et le mot progrès a été complètement liquidé entre 2007 et 2012. Il y a une façon assez simple de le voir. En 2007, tous les candidats à l'élection présidentielle en France ont utilisé le mot progrès dans leur discours. En 2012, plus aucun. Et donc on pourrait dire, mais c'est pas grave, innovation et progrès sont deux mots presque synonymes, on a simplement fait une permutation sans que ça change la nature des messages qui sont ainsi distillés. Mais quand on regarde attentivement la rhétorique dans laquelle on insérait le mot progrès et qu'on la compare à la rhétorique dans laquelle on insère le mot innovation aujourd'hui, on s'aperçoit assez facilement que le mot innovation, plutôt la rhétorique à laquelle on l'associe, ne rend pas justice à l'idée de progrès. Pour le dire de façon très simple, croire au progrès, c'est d'abord configurer le futur d'une façon qui soit crédible et attractive. Crédible parce que le progrès, ce n'est pas l'utopie, ce n'est pas inventer un autre monde complètement différent du nôtre, c'est être capable de tracer une route entre le présent dans lequel nous sommes et le futur qu'on désire atteindre. Et comme cette marche n'est pas automatique, il faut travailler pour faire advenir ce futur qu'on désire. C'est pour ça que la configuration qu'on fait du futur doit être à la fois crédible, pas utopique, et attractive pour qu'on consente à faire les efforts que cela réclame. Un Kant disait, le progrès, c'est une idée doublement consolante et sacrificielle. Doublement consolante parce qu'elle nous console du présent, mais aussi elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. Et aujourd'hui, la rhétorique de l'innovation,
s'appuie sur une logique complètement différente. Si vous lisez par exemple le rapport de la Commission européenne, qui veut faire de l'Union européenne l'union de l'innovation en 2020, donc quand l'Union européenne pense au futur à long terme, elle pense à 2020. Et lisez la première page du rapport, il en fait 50 au total, c'est « L'Europe a compris qu'elle était soumise à des défis dont la gravité s'accentue, réchauffement climatique, vieillissement de la population, épuisement des ressources, réduction de la biodiversité, etc., etc. Et elle a compris qu'elle ne pourra relever ces défis que grâce à l'innovation. » Ce qui veut dire que c'est l'état critique du présent qui sert à légitimer nos actions, et non pas une certaine idée du futur. Et cette rhétorique s'appuie sur l'idée d'un temps corrupteur, d'un temps qui abîme les choses, qui dégrade les situations, et l'innovation est là pour empêcher que le monde se défasse. Alors que l'idée de progrès s'appuie, elle, sur un temps constructeur, qui est complice de notre liberté, complice de notre volonté, avec des accidents de parcours sans doute, mais qui, en gros, nous amène vers des états qui sont plus désirables que le présent. Alors, il se trouve qu'il y a un auteur anglais qui s'appelle Francis Bacon, celui auquel Kant avait dédié la critique de la raison pure, qui a écrit en 1625, donc avant le siècle des Lumières, un petit livre qui s'intitule « Essais et conseils civils et moraux ». Dans ce livre, traduit en français chez Vrin, il y a un chapitre qui s'appelle « L'innovation », traduit en français moderne, que je donne à lire à mes étudiants de Centrale en leur disant « Voilà un texte ». Je ne leur dis pas qui l'a écrit, ni quand il a été écrit, et je leur demande à votre avis d'où sort ce texte. Ils le lisent, discutent entre eux, et les uns me répondent il a été écrit par Jacques Attali la semaine dernière, d'autres citent Alain Minck, enfin bref, ils pensent que c'est un texte contemporain. Qu'est-ce que ça montre? Ça veut dire que ça montre que nous parlons aujourd'hui de l'innovation comme en parlait Francis Bacon, c'est-à-dire avec l'idée que le temps est corrupteur, qu'il abîme les choses, et l'innovation est là pour empêcher que le monde se défasse. Et donc, et ça sera ma conclusion, si on peut dire, c'est que plutôt que d'imaginer que le progrès est liquidé, qu'il faut l'abandonner parce qu'on n'y croit plus ou parce qu'il mériterait, à l'aune de ce qui s'est passé au XXe siècle, d'être retravaillé, repensé, plutôt que d'utiliser ce mot innovation, est-ce qu'on ne pourrait pas soumettre l'idée de progrès à elle-même, c'est-à-dire la faire progresser? Et on pourrait être aidé dans cela en remarquant que l'anagramme de l'idée de progrès, c'est quoi l'anagramme de l'idée de progrès? C'est le degré d'espoir. Je vous laisse réfléchir là-dessus.